Bonjour à tout le monde. Effectivement, on est avec Delphine très heureux de pouvoir vous voir aujourd'hui. L'idée, c'était effectivement de se dire, on arrive à cette fin de l'année 2020, on pourrait dire enfin on arrive à la fin, mais la question c'est que il y a quand même pas mal de choses auxquelles on n'a pas forcément pensé les uns les autres, parce qu'on a tous été très pris, je dirais, dans le quotidien de la crise sanitaire depuis le printemps. Et puis on arrive à la fin de l'année et on se rend compte en se disant, ben mince, il y a les objectifs, comment on va évaluer les performances, qu'est-ce qu'on va donner comme objectif pour l'année prochaine. Et il y a tout un tas de questions qui finalement commencent à germer, qui sont des vraies problématiques, puisque ça conditionne quand même grandement à la fois le climat, la motivation des équipes, avec beaucoup de questions sous-jacentes. Alors, l'idée, ça ne va pas être forcément de vous donner, je dirais, des recettes magiques, parce qu'il n'y en a pas. Et il y a aussi beaucoup de diversité de situations entre les activités qui se portent bien, les activités qui se portent moins bien, entre les secteurs d'activité, entre les différents métiers à l'intérieur même d'une entreprise. Donc, l'idée, ça va être plus effectivement de donner quelques pistes de réflexion et surtout de se dire il y a peut-être quelques questions à se poser avant de lancer tous ces processus-là pour regarder potentiellement quels sont les points de blocage qu'on peut rencontrer et voir comment effectivement on peut continuer à les maintenir dans une logique, je dirais, correcte et faire en sorte que les équipes continuent d'être motivées et aller de l'avant malgré toutes les incertitudes et le contexte que cela peut générer. Voilà. Alors peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, on va peut-être faire un tour, non pas de table, mais d'écran, pour que chacun des participants, vous puissiez vous présenter et puis me dire aussi un peu vos attentes par rapport au séminaire d'aujourd'hui. Ça me permettra, je dirais, d'appuyer ou d'orienter un petit peu je dirais, la présentation, sachant qu'à la fin, le but, c'est de garder quand même un temps d'échange à la fois entre vous et puis d'échanges aussi tous ensemble pour pouvoir partager les expériences, les questions et envisager, je dirais, qu'est-ce qui peut être fait dans l'avenir. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre. Alors, je vais vous partager mon écran et la présentation. L'idée, effectivement, n'oubliez pas, vous pouvez poser faire des remarques ou des questions pour ne pas oublier, je dirais, dans le chat. Et puis, encore une fois, le but, c'est effectivement de garder un temps d'échange pour la fin. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran. Toc. Est-ce que vous le voyez bien tous? Ça marche pour moi en tout cas, oui. Ça marche? Oui, oui, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Bon. Alors, juste pour me présenter, alors moi, j'ai un parcours d'un peu plus de 20 ans en tant que RH opérationnel, parce que j'ai été RH et DRH de plusieurs sites, de gros sites et d'entreprises. Et effectivement, j'ai basculé cette année sur la partie, je dirais, consulting. Et ça m'a donné effectivement, je dirais, l'opportunité de voir à la fois différents secteurs d'activité, différents métiers, et notamment un des points moi, qui me passionne vraiment, c'est comment on arrive à gérer de façon collective des équipes ou des métiers qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres, ou en tout cas dans les populations ont des attentes complètement différentes. D'où notamment cette réflexion-là, effectivement, par rapport à cette année très spécifique. Qu'est-ce qu'on fait de tous nos processus habituels qu'on a en entreprise pour gérer la performance, les objectifs et effectivement les aspects rémunération, puisqu'on va voir qu'il y a beaucoup d'impacts potentiels. Et une des difficultés qu'on va avoir, c'est que les impacts il y en a qu'on a connus, je dirais, dès cette année, mais il y a aussi des impacts qui vont être quelque part sur le long terme. Donc le but, on va revenir un petit peu sur les enjeux, justement essayer d'identifier potentiellement quels peuvent être les impacts et de voir quels leviers on peut actionner pour essayer de continuer à motiver les équipes et surtout à reconnaître la performance qu'elles ont pu faire dans un contexte qui peut être aussi un petit peu compliqué, en ayant toujours en tête que je dirais
les conditions de chaque entreprise sont vraiment toutes particulières et que dans ce domaine-là, on peut malheureusement pas faire de généralité. Il faudra à chaque fois rentrer bien dans le détail. Alors, en termes d'enjeux, je pense que pour toutes les entreprises, c'est un peu pareil. C'est effectivement, malgré la crise, et notamment on le voit cet automne, c'est de continuer à fonctionner plus ou moins normalement, presque business as usual, et effectivement d'entraîner les équipes dans ce fonctionnement à peu près normal. Il n'empêche qu'il faut quand même qu'on arrive à tenir compte des impacts de la crise, qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et également de l'implication opérationnelle des équipes, puisqu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont été mises, je dirais, sur le devant de la scène, qu'elles soient considérées d'ailleurs comme essentielles ou pas essentielles. On a quand même des équipes, et notamment des strates de management qui ont été extrêmement sollicitées. On a également des conséquences économiques. Alors, généralement, des conséquences plutôt négatives d'un point de vue économique, donc on peut aussi avoir des conséquences qui sont plutôt positives dans certains cas de la crise sanitaire. Mais là aussi, il va falloir y penser, bien les intégrer et regarder d'un point de vue RH comment on peut effectivement les accompagner. Puisque le but, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir un haut niveau de motivation et de performance des collaborateurs. Alors que ça soit, je dirais, dans le delivery quotidien des activités opérationnelles de l'entreprise à laquelle on appartient, mais également dans le fait de gérer la crise et puis de comment préparer finalement le futur, l'après-crise, que ce soit des questions de rebond, que ce soit des questions de retour à la normale, que ce soit des questions même de préservation de l'entreprise. Là aussi, il y a effectivement des choses qu'on doit travailler dès en amont, notamment par le biais de tout ce qui est processus lié autour de la motivation. Et puis, il y a un dernier point qui sont effectivement les obligations légales. Alors là, effectivement, ces derniers mois, il y a eu un peu d'agitation, notamment sur l'entretien professionnel et la question des 6 ans, alors qui concerne notamment les entreprises de plus de 50 salariés, puisqu'il y a potentiellement des questions d'abondement et des impacts financiers relativement importants. Mais au-delà des obligations légales, j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont aussi, qui appartiennent au réseau qualité. La question, c'est aussi de bien s'assurer que finalement, dans nos différents référentiels de qualité, même si on a effectivement un certain nombre d'imprévus dans cette année, c'est comment effectivement on continue de remplir nos processus et comment on peut s'assurer effectivement que nos systèmes qualité tiennent encore la route. Voilà. Alors, la crise, globalement, elle s'est déroulée en 3 actes. Si on se souvient effectivement un peu ce début de l'année où on a commencé à voir la crise de Chine, et début d'année, c'est généralement là où on fixe, je dirais, le cadre, les objectifs pour l'année qui arrive, et très peu de personnes, très peu d'entreprises, en tout cas avant le mois de mars, ont pu anticiper tous ces événements-là. C'est tombé effectivement extrêmement rapidement. La deuxième étape, ça a été la phase, je dirais, du confinement du printemps, globalement avec un certain nombre d'activités qui se sont arrêtées brutalement et une espèce d'effet de sidération. Et puis après, ça s'est progressivement remis en marche effectivement à ce confinement, je dirais, d'automne, qui n'a rien à voir, mais qui est aussi extrêmement perturbant. Sur les conséquences qu'on peut avoir et qui peuvent être ressenties par nos différents salariés et par l'ensemble des équipes, c'est de plusieurs ordres. Et puis, il faut bien avoir en tête aussi que ces impacts-là, ils ont pu être vécus à l'instant T, mais c'est des impacts qui vont continuer à perdurer, voire à s'accroître, je dirais, dans la durée. Alors, le premier impact, c'est la partie revenu. La partie revenu, aujourd'hui, les gens ont été jusqu'à présent relativement préservés, notamment ceux qui ont été impactés par les activités partielles, parce qu'effectivement, il y a eu des mécanismes de compensation extrêmement importants. Il n'empêche qu'il y a quand même des gens qui ont eu un certain nombre d'impacts négatifs. Je pense notamment à tous ceux qui avaient pris l'habitude de vivre avec un certain nombre d'heures supplémentaires et qui malheureusement n'ont pas pu forcément maintenir ces heures supplémentaires. Et puis, on va avoir un impact qui va être plus diffus, puisqu'on arrive en fin d'année avec, comme vous le disiez tout à l'heure, l'impact des calculs des bonus.
On va également avoir tous les systèmes de rémunération, je dirais un peu collectifs, type intéressement ou participation, qui dans certains cas peuvent représenter des montants extrêmement importants. On peut aussi avoir des primes exceptionnelles qui avaient été données ces dernières années, mais là les entreprises n'auront plus forcément l'assise financière pour pouvoir redistribuer ça. Donc sur la partie revenus, il y a eu des impacts cette année, mais probablement que la partie impact sur les revenus va être beaucoup plus importante sur l'année prochaine, avec un moment donné où les gens vont peut-être d'ailleurs davantage sollicités d'un point de vue activité. Conséquences aussi sur l'emploi, là aussi immédiat sur ceux qui ont été impactés par l'activité partielle, mais aussi pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du travail de façon intérimaire et qui ne l'ont pas forcément eu. Et puis effectivement, malheureusement aussi avec des entreprises et des gens qui ont perdu leur emploi totalement ou partiellement en fonction de la gravité de la situation. Également dans le même domaine, sur la partie métier, là aussi on a eu pas mal de personnes qui, mine de rien, ont vu leur métier complètement changer. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui s'occupait d'une population commerciale, même si effectivement le métier de commercial sur le fond n'a pas changé, n'empêche que la façon de le faire a été complètement différente, avec beaucoup de perturbations d'ailleurs pour certains. Comment faire du commerce à distance, sachant que la partie commerce est effectivement un élément toujours fondamental pour un certain nombre d'activités. Après, on a eu un certain nombre de paquets d'impacts qui sont plus liés aux risques psychosociaux, au stress. Alors, on a parlé beaucoup du télétravail. On a des échelons de management qui ont été extrêmement sollicités, surtout avec des managers qui n'ont pas forcément été sélectionnés pour leur capacité à gérer des crises de cette façon-là. Donc, on a effectivement des strates qui ont beaucoup souffert. On a aussi, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait bien en tête, quand on va entamer tous les processus, les négociations ou les discussions, notamment d'évaluation de fin d'année, on a des gens qui ont quand même très mal vécu à la fois le fait d'être mis de côté, d'être considéré comme entre guillemets non essentiel au printemps et cet automne, et à l'inverse, on a des gens qui ont eu beaucoup de craintes. Le fait d'être obligés de venir au travail parce qu'ils étaient considérés dans un métier essentiel, mais qui se sont effectivement considérés comme étant un risque. Et là aussi, ça fait partie des paramètres qu'il va falloir clairement identifier avant de mettre le doigt dans l'engrenage sur différents dispositifs aux mesures compensatoires. Et puis, on a également des impacts en termes de carrière. Ça, on y pense aussi un peu moins. C'est comme la question des heures supplémentaires, par exemple, que les gens ont perdu et qui, pour certains, représentent des montants extrêmement importants. On a aussi tout un tas de personnes qui pensaient avoir une évolution, qui s'étaient préparées, qui espéraient. Et puis, du fait de l'activité, du fait des conditions, il y a beaucoup d'évolutions professionnelles qui n'ont pas pu se faire et qui ne peuvent pas forcément se faire du jour au lendemain. Et là aussi, ça va être une question à prendre en compte parce qu'il va falloir gérer des déceptions et surtout des gens qui s'étaient mentalement préparés effectivement à faire un certain nombre de choix de carrière qui malheureusement ne peuvent pas faire et doivent rester effectivement sur leur fonction d'origine. Et puis, ça peut rejoindre aussi la question rémunération, mais pas complètement. C'est toute la question autour des avantages sociaux, où là aussi, alors qu'on ait une entreprise qui ait fait un accord de performance collective ou pas, on peut aussi avoir des entreprises qui ont pris des décisions et qui vont voir leurs avantages sociaux impactés à la fois de façon immédiate, mais également dans la durée. Et là aussi, gérer effectivement un certain nombre de frustrations. Donc, on voit bien à travers cette palette, je dirais, qui n'est pas complètement exhaustive non plus, mais on voit déjà bien sur l'ensemble de ces impacts, on voit qu'on a potentiellement un certain nombre de grains de sable qui peuvent venir, je dirais, gripper un peu les organisations et tous les systèmes de gestion je dirais, de la motivation des équipes. Quand les gens vont sortir progressivement un peu de cet effet de sidération, ils vont se rendre compte effectivement de tous les impacts qu'ils ont pu avoir à titre collectif ou à titre individuel. Et puis, on a effectivement des situations qui sont propres aux entreprises. On a des entreprises qui se portaient très bien avant, qui se portaient moyennement bien ou qui ne se portaient pas bien. Et puis, après la crise, qui vont avoir une situation qui est complètement différente.
Donc, c'est ce que j'ai essayé de résumer un petit peu dans ce tableau-là. Et ça va générer effectivement des espoirs, des craintes ou des attentes qui vont être complètement différentes. Et là aussi, je pense que avant de commencer tous les processus de motivation, d'entretien, etc., je pense que c'est bien d'un point de vue direction, d'un point de vue management, de se dire, OK, on est dans la situation telle qu'on est aujourd'hui, mais finalement, en 12 mois, on est passé de quelle situation à quelle autre situation. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ont extrêmement bougé. Je prends un exemple, par exemple l'aéronautique. L'aéronautique qui commençait l'année, je dirais, sur les chapeaux de roue, avec quand même des perspectives extrêmement ambitieuses et je dirais vraiment tous les indicateurs étaient au vert pour les prochaines années, et qui se retrouve à la fin de l'année complètement dans un secteur sinistré avec des plans sociaux, des problématiques sur les charges de travail, des problématiques sur les emplois, etc. A contrario, on peut avoir des secteurs qui n'étaient pas forcément très bien portants et puis qui là vont trouver des débouchés extrêmement importants. Et là, les gens ont pu aussi retrouver espoir. Et puis, les entreprises qui ont pu avoir un moment où tout s'est arrêté, mais qui fondamentalement ne sont pas forcément en danger. Et puis, on a des entreprises qui se sont arrêtées ou qui ne sont pas complètement arrêtées, mais qui n'ont pas de visibilité sur leur reprise. Donc là, encore une fois, je dirais, le panel je dirais, des situations et des possibilités est extrêmement importante. Mais ce que je trouve, ce qui est important, c'est se poser un peu avec son encadrement quelques minutes là, et vraiment se dire finalement, on est passé de quelle situation à quelle situation, et finalement nos équipes, ça a été quoi l'impact, et finalement quelles sont aujourd'hui leurs attentes par rapport à ce qu'elles ont vécu. Ce qu'on peut également dire, c'est que le terrain finalement social, la motivation, de la performance, on avait quand même déjà quelques fragilités avant la crise. Alors pour ceux qui maîtrisent bien le nouveau modèle MFQM, on a effectivement les méga tendances qui étaient effectivement déjà là et qui impactaient quand même un certain nombre d'activités. C'est lié tout ce qui est autour de la numérisation, qui a changé beaucoup de choses dans les organisations. Il y a un certain nombre d'instabilités géopolitiques, pareil, qui pouvait procurer un certain nombre de désordres, je dirais, dans les entreprises. Il y a toutes les questions sur leur environnement, la globalisation, des questions de diversité démographique et culturelle qui, effectivement, ont aussi des impacts, je dirais, dans les entreprises, tous les processus réglementaires, etc. Donc, on avait déjà un certain nombre de facteurs qui, potentiellement, pouvaient impacter et qui fragilisaient parfois les entreprises. Et puis, on voit également que depuis 2 ans, on avait quand même un contexte social qui était assez pesant. On sort quand même 2020, c'est quand même l'année qui est juste après l'année des Gilets jaunes. L'année des Gilets jaunes, c'était quand même un grand débat sur, je dirais, le pouvoir d'achat. Alors, pas tellement sur ce que versent les entreprises en termes de salaire, toutes charges comprises, mais finalement de ce qui reste au niveau des salariés pour pouvoir vivre. Et ce débat-là, on l'a quand même eu un peu, ou en tout cas, il est un peu lancinant sur ce qu'on a pu voir, notamment au printemps, surtout les questions autour du salaire des gens qui étaient du coup considérés en première ligne ou qui étaient considérés comme étant essentiels. Donc, on a quand même ce fil conducteur-là qui quand même reste extrêmement présent et qui ne demande pas grand-chose pour pouvoir ressortir. On a également sur la crise, alors plus sur des logiques de processus et de performance objectifs, on a également des impacts. Alors là, je vous ai vraiment schématisé comment on évalue la performance des collaborateurs avant la crise. On part effectivement des objectifs qui ont été définis préalablement. On a des objectifs qui sont à la fois opérationnels, des objectifs qui sont personnels. À la fin de l'année, on évalue effectivement les résultats, c'est bien, c'est pas bien, et on va dégager une évaluation de la performance, et de cette évaluation de la performance, généralement, on découle un certain nombre de leviers en termes de reconnaissance, notamment tout ce qui tourne autour de la rémunération individuelle et tout ce qui tourne autour de la gestion de carrière. Le problème, c'est qu'on voit bien que sur cette année, il y a déjà le premier point, qui est le lien entre les objectifs initiaux et finalement les résultats à la fin de l'année, qui est rompu, puisque
je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont mis à jour leurs objectifs en cours d'année. Et donc, tout le monde est resté finalement avec ces objectifs tels qu'ils avaient été définis en début d'année. Et on voit bien que l'année ne s'est pas du tout passée, je dirais, normalement. Et que donc, effectivement, les objectifs tant opérationnels que personnels n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui s'est réellement passé. Donc, toute la question, ça va être d'identifier quels sont les critères qu'on peut, je dirais, appliquer, quels sont les liens qu'on peut reconstruire pour justement retrouver un certain sens, je dirais, dans ces processus-là. Même chose pour la définition des objectifs. Généralement, on partait de la vision de l'entreprise, on partait effectivement d'une déclinaison plutôt budgétaire de ce qui était prévu par l'entreprise pour l'année suivante. On le déclinait en objectifs collectifs et puis en objectifs individuels, là aussi opérationnels et personnels. Là aussi, la question est très compliquée pour cette année et pour l'année 2021, puisque aujourd'hui, assez peu d'entreprises sont finalement capables de faire des provisions qui puissent paraître relativement fiables. Et donc là aussi, la question, ça va être non pas de laisser le terrain complètement en jachère, ça va être de regarder finalement comment on peut compenser cette absence de prévisions relativement fiables pour pouvoir quand même fournir des objectifs, puisque au-delà des objectifs qu'on va donner cette année, on est déjà en train de parler finalement sur quels critères on va évaluer les performances en 2022. Donc on voit bien que finalement, si on loupe cette étape-là, à la fin de 2020 ou au début 2021, on va effectivement se traîner l'impact encore une année plus tard, et ça va être des questions qui vont être sous-jacentes encore en 2022. Donc le sujet est effectivement loin d'être anecdotique. Juste pour conclure cette phase un peu de constat, il y a une enquête assez intéressante qui est parue il y a quelques semaines par la Ségos, et là aussi, qui finalement témoigne bien un peu du sentiment de nos équipes. Globalement, la crise a été quand même bien gérée. Alors même si ça a été compliqué, etc., je pense que les collaborateurs sont globalement assez conscients des efforts qui ont été faits par les entreprises, je dirais, durant l'ensemble de la crise. Il y en a certains qui ont trouvé un certain nombre d'opportunités. Alors en termes d'autonomie, en termes de travail, là aussi, c'est des choses sur lesquelles on a largement débattu. Ce qui m'a intéressé dans le baromètre, c'est que l'appréciation des gens, finalement, ils ont aussi fait beaucoup part de la notion d'aide entre collègues, de solidarité, et puis la question de stress. Et ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels il va falloir discuter aussi sur la façon dont ils ont été, par exemple, solidaires ou pas, et de la façon dont ils ont su manager ou gérer un peu leur stress, ou au contraire essayer de préserver leurs équipes, quand on parle des managers par exemple, de préserver du stress, je dirais, inhérent à cette période de crise. Ce qu'on voit également dans ce baromètre, alors ce n'est pas forcément très étonnant, mais il y a quand même toujours des questions et une défiance sur la partie rémunération et sur la partie équité des rémunérations. Donc on voit effectivement, c'est quand même un sujet qui quand même reste extrêmement sous-jacent et qui peut repartir d'un moment à l'autre si effectivement on ne prend pas suffisamment de précautions. Alors en termes d'approche et de levier, alors, je vais vous faire référence un peu à de la régulation sociale, puisque la régulation sociale, en fait, il y a pour résumer, il y a deux principaux objectifs. C'est à la fois réduire les différents points de friction qu'on peut avoir dans les communautés d'entreprise, et ça va être de renforcer les adhésions des équipes par rapport à là où va l'entreprise. Et pour ça, on va s'appuyer sur, je dirais, deux moyens. Ça va être à la fois renforcer le cadre de référence dans lequel tout le monde évolue, et ça va être de porter une attention très précise sur les pratiques managériales. Et notamment parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'outils qu'on va activer. Alors, c'est globalement en termes de régulation sociale, vous avez 4 canaux. Vous avez le canal hiérarchique, donc c'est le canal managérial traditionnel. C'est le canal représentatif, donc c'est notamment par le biais des institutions représentatives du personnel. C'est le canal médiatique. Le canal médiatique, c'est tout ce qui est communication interne, externe, et aujourd'hui de plus en plus l'impact des réseaux sociaux. Et puis le canal participatif, c'est tous les processus, là aussi généralement vous connaissez bien, d'implication du personnel, d'implication des équipes.
Donc là, on va plus traiter effectivement du canal hiérarchique, mais ça va être aussi du canal médiatique, participatif, et on peut aussi imaginer un peu de canal représentatif, parce que dans notre façon de conduire les processus d'évaluation de la performance, dans notre façon de construire les objectifs pour l'année prochaine, il va falloir aussi être expliqué comment on va faire. Je pense que c'est une des grandes attentes des équipes, c'est par rapport à ça et par rapport aux impacts que ça peut avoir, tant d'un point de vue pour les managers que pour les collaborateurs, ça va vraiment être d'expliquer quels sont les critères qu'on va retenir et d'être relativement transparent par rapport à ce qu'on va faire, puisqu'il est pratiquement entendu qu'on ne va pas pouvoir prendre comme base de référence les objectifs qui ont été donnés à titre collectif et à titre individuel en début d'année. Et puis, un des points sur lesquels il va falloir être extrêmement attentif, c'est l'articulation entre le collectif et l'individuel. Tout à l'heure, je vous disais, effectivement, dans les entreprises, il y a eu des situations qui ont été complètement différentes. Et des situations qui ont pu creuser des fossés qui existaient peut-être un peu déjà avant, mais typiquement entre les gens qui pouvaient télétravailler et les gens qui ne pouvaient pas, qui étaient obligés de venir, ou les gens qui étaient mis d'autorité en chômage partiel par rapport à ceux qui pouvaient travailler. Ça a créé quelque part des ruptures ou des fossés entre les différentes populations. Et là aussi, il va falloir arriver à trouver les bons leviers par rapport à chacune de ces populations et de leur ressenti. Typiquement, on prend un mécanisme de récompense pour les gens qui se sont particulièrement investis, qui ont dû venir dans l'entreprise. La question qu'on peut avoir sous-jacente, et c'est là où il faut gérer, il faut bien connaître son terrain social, c'est qu'on peut avoir les autres qui vont dire « Oui, mais nous, on était prêts à venir, mais on ne nous a pas permis de venir. » Donc là aussi, il va falloir aussi préparer des réponses par rapport à ça. On va aussi avoir des gens qui se sont investis, peut-être plus que les autres, et auxquels on ne va pas forcément pouvoir donner quelque chose de différent par rapport aux autres. Là aussi, c'est un discours qu'il va falloir, je dirais, préparer. Et pour préparer ce discours-là, il faut vraiment avoir en tête une bonne visibilité du panorama, je dirais, social, je dirais, de ces équipes, entre les métiers, entre les différents types d'équipes et les impacts qu'ils ont eu effectivement à subir. Vous avez des entreprises, dans la même entreprise, vous avez des opérateurs, des gens qui étaient sur le terrain. Par exemple, si je prends un exemple de la grande distribution, des gens qui étaient aux caisses ou dans les rayons pour alimenter les rayons. Et puis à côté de ça, vous avez des équipes de bureaux. Et donc là aussi, toute la difficulté, ça va être effectivement de trouver les dispositifs ou de trouver la bonne articulation sans froisser l'un par rapport à l'autre. D'où la nécessité effectivement d'avoir un discours collectif qui soit extrêmement clair. Alors, en termes de levier, j'en ai retenu, je dirais, 5. Le premier levier, ça va être effectivement de clairement passer du temps avec ces équipes d'encadrement, passer du temps d'un point de vue d'équipe de direction, pour vraiment faire un peu cette matrice des ressentis, des perceptions qu'ont les différentes équipes et qu'ont les différents métiers. Et là, je pense que ce n'est pas possible de faire un panorama global de l'entreprise. Il va falloir vraiment segmenter, je dirais, son entreprise par rapport aux métiers, par rapport aux équipes et par rapport aux impacts effectivement qu'elles ont eu à subir par rapport à la crise. Le deuxième levier, alors ça peut paraître une banalité, mais je pense que c'est vraiment important de conforter les processus habituels avec lesquels on avait l'habitude de gérer la performance, les objectifs, les talents, etc. Le troisième, c'est effectivement rebâtir cette logique de processus. Je vous ai montré effectivement tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de ponts qui étaient coupés, donc il faut effectivement par un certain nombre d'artifices recréer un peu une certaine logique. Ne pas oublier d'adresser les situations individuelles et également ne pas oublier qu'on a un certain nombre d'obligations légales et qu'il faut aussi sécuriser. Et à obligation légale, je répète, je peux aussi dire dans les systèmes qualité, il y a des choses aussi à respecter. Donc, sur l'évaluation des perceptions du corps social, là, effectivement, c'est vraiment pour moi se faire une cartographie des équipes, des métiers,
bien intégrer et partager les vécus, les perceptions. Alors, j'ai vu des entreprises, par exemple, qui avaient fait des questionnaires notamment lors du premier confinement. C'est peut-être l'occasion aussi de refaire peut-être une passe après ce deuxième confinement de façon un peu plus générale. Et en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette segmentation, puisque en fonction des équipes, en fonction des métiers, c'est complètement différent. Je reprends par exemple l'exemple des commerciaux. Entre des équipes commerciales qui ont pu continuer leur activité parce qu'elle était sur des métiers qui le permettaient, ou des équipes commerciales qui n'ont plus la possibilité de se déplacer. Vous avez à l'intérieur de ces équipes-là des gens qui l'ont vécu de façon complètement différente, entre je dirais, des gens qui avaient certaines habitudes, une certaine ancienneté, qui n'est pas du tout à l'aise avec les éléments informatiques, et puis des commerciaux peut-être plus jeunes, plus à l'aise avec les questions informatiques. Et donc, du coup, au final, ça a quand même un impact sur les résultats, en fin d'année. Ce n'est pas pour autant que les gens ont été bons ou pas bons, mais vous ne pouvez pas aller leur dire qu'ils n'ont pas fait leur objectif si effectivement ils ont connu des difficultés techniques. Et donc là, c'est important aussi d'impliquer, je dirais, la partie managériale pour qu'ils ne foncent pas directement, je dirais, dans l'évaluation des performances de leurs équipes sans s'être préalablement, peut-être beaucoup plus que d'habitude, poser quelques questions et qu'ils aient surtout choisi les termes avec lesquels ils allaient évaluer, je dirais, la performance. Et je pense notamment aux grilles, vous savez, dans les entretiens de performance, on a généralement des critères de notation. Alors après, chaque entreprise a ses propres critères. Et là aussi, ça va être extrêmement, il va falloir les utiliser avec extrêmement de prudence, puisqu'il y a des gens qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, qui étaient effectivement peut-être moins à l'aise avec la partie de travail à distance ou qui étaient plus stressés par la situation. Il va falloir effectivement à la fois leur dire qu'ils ont été peut-être moins bons que certains de leurs collègues, mais que ce n'est pas pour autant que ce sont des mauvais, même si finalement tous leurs objectifs sont en rouge. Et donc là, il y a un vrai travail de préparatoire avec les équipes de management pour éviter de commettre des impairs et de bien redéfinir un certain nombre de règles. Donc, sur la partie processus habituel, le point sur lequel j'insisterai peut-être, c'est effectivement, il faut assurer de la stabilité. Donc, même si l'année a été extrêmement perturbée, chahutée, ça me paraît important que les gens puissent se rattacher avec des processus et des outils avec lesquels ils étaient habitués. Il faut n'empêche à bien avoir en tête qu'un certain nombre d'équipes de management sont quand même fatiguées. Et que là, il y a peut-être des petites choses peut-être sur lesquelles il va peut-être falloir simplifier pour justement passer peut-être un peu plus de temps sur cette partie, je dirais, préparation. Pour moi, le gros enjeu pour les équipes de direction, ça va être d'expliquer effectivement à l'ensemble des équipes et aux managers qu'il va quand même falloir qu'ils fassent cette étape, je dirais, d'évaluation de performance, de définition des objectifs, leur expliquer l'intérêt que ça peut avoir et surtout leur expliquer que si on ne continue pas à le faire, à la fois on perd en crédibilité sur tout ce qu'on a pu dire depuis des années et puis sur certains de nos systèmes qualité d'ailleurs propres, parce que c'est quand même des éléments qui sont structurants. Donc on a cette perte de crédibilité. Ça veut dire que dès qu'on a un accroche, finalement, on peut s'asseoir sur toutes les règles qu'on a définies d'un point de vue fonctionnement d'entreprise. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit effectivement très simple. Et puis, au-delà de ça, ces processus-là, on en a besoin parce que si on ne les fait pas là, on va se le traîner comme chewing-gum du capitaine Haddock, là, au moins jusqu'en 2022, puisqu'on n'aura pas été capable de faire des ponts et de remettre les choses à peu près dans l'endroit. Donc là aussi, il y a un travail probablement de conviction et d'explication. Et dans les différents canaux, je pense que dans le canal, je dirais, représentatif, ça va être un message qui va être extrêmement important à faire passer. Remettre de la logique dans les processus, c'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Donc, ça va être effectivement de reconstruire, de trouver des leviers pour, je dirais, rebâtir les ponts qui ont été coupés. Et là aussi, d'un point de vue direction,
je pense que c'est important de pouvoir dire finalement, dans cette année où globalement les objectifs opérationnels qu'on s'était fixés en début d'année, ils n'ont globalement pas été atteints, en tout cas très rarement atteints, mais ça n'empêche qu'on a quand même eu un certain nombre de succès dans la gestion de cette crise. Donc ça va être effectivement de replacer un cadre, finalement, de se dire globalement cette année, comment on peut la voir, comment on peut évaluer qu'on a été bon ou pas bon cette année. C'est finalement peut-être pas forcément sur les résultats financiers au sens brut du terme, c'est peut-être pas forcément sur les résultats commerciaux, sur les résultats qualité, etc. Mais il y a un certain nombre de critères, et là aussi, ça nécessite un peu de travail, c'est finalement qu'est-ce qui a marché collectivement, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année, et finalement qu'on commence à établir une grille sur finalement, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, et à l'intérieur de ce qu'on a réussi ou pas réussi, comment se sont positionnées chacune des personnes par rapport à ces critères-là. Sur la performance, par exemple, vous avez des gens qui étaient avant considérés comme étant des très bons performeurs, qui se sont complètement écroulés parce que paniqués, parce que pas capables de gérer leurs émotions ou pas capables de gérer la crise. Et puis à côté de ça, on a eu aussi des gens qui n'étaient pas forcément bien reconnus avant, mais qui se sont retrouvés être des leaders incontestés et incontestables dans cette gestion de la crise. Et là aussi, c'est des choses qu'il va falloir expliquer aux uns et aux autres. C'est que finalement, la performance, c'est une performance pure, mais c'est aussi elle est aussi relative par rapport au contexte dans lequel on évolue. Et donc là aussi, il y a un travail préparatoire à faire pour trouver les bons mots. Quelqu'un qui était à l'aise dans un contexte très stable, qui était très performant, il va peut-être falloir savoir lui expliquer que dans ce contexte-là, il a été très performant, mais par contre, cette année, il a été moins performant parce que le contexte est beaucoup plus instable. Ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais. A contrario, il y a peut-être effectivement d'autres personnes, mais il va falloir dire qu'effectivement, on a découvert chez eux une capacité en termes de gestion de crise. Ce n'est pas forcément un mode de fonctionnement qu'on recherche en permanence dans les entreprises, mais on en a besoin, de temps en temps. Et pareil, on a apprécié et ils ont été performants dans cette année qui a été extrêmement chahutée. Et si on arrive à faire à peu près correctement ça, effectivement, on va pouvoir redéfinir et retisser un lien sur finalement comment on va reconnaître d'un point de vue financier ces personnes-là. Quelqu'un qui a été moins performant parce qu'il était moins habitué à la gestion de crise, si on sait correctement lui expliquer, il acceptera peut-être mieux qu'on mette une augmentation finalement à quelqu'un ou qu'on gère de façon un peu différente, je dirais, son bonus si on a la liberté et la possibilité de le faire. Et puis pareil, en termes de questions de gestion de carrière, alors ça peut-être plus dans un second temps en cours de l'année avec l'exploitation de toutes les données qui ont été recueillies lors de ces phases d'évaluation, mais il va peut-être falloir quand même aussi se pencher sur effectivement des profils effectivement qui se sont révélés ou qui se sont au contraire écroulés, et peut-être avoir ça en tête dans quel cadre on peut effectivement plus ou moins les mettre. Sur je dirais la partie collective, là aussi, je pense que c'est aussi bien d'insister dans les évaluations de performance sur comment les gens ont respecté les règles et comment ils se sont positionnés par rapport à ça, comment ils ont su s'adapter par rapport à tous ces changements-là au cours de l'année. Des gens qui systématiquement n'ont pas forcément respecté les protocoles sanitaires, je pense que c'est important de l'indiquer dans les entretiens annuels. Ne serait-ce que pour une question, je dirais, un petit peu peut-être juridique. C'est-à-dire que si un jour vous avez une difficulté ou un protocole ou quelqu'un qui vous attaque parce qu'il a contracté le Covid, par exemple, et il y a eu des effets sur sa santé et qui dit que vous n'avez pas fait suffisamment appliquer les règles, c'est vrai, il faut montrer que vous avez fait appliquer les règles, mais c'est aussi important peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément été très à cheval sur les règles, de le noter aussi, et ça fait partie un peu de l'évaluation de la performance dans ces années, dans cette année un peu particulière. En termes d'adaptabilité aussi, pareil, il y a des gens qui ont su s'adapter, il y a des gens qui ont moins bien su s'adapter. Là aussi, il faut savoir l'expliquer, tout en trouvant les bons mots
tout en trouvant les bons mots. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été mauvais s'ils n'ont pas réussi à s'adapter, mais c'est des choses également qu'il faut arriver à noter, parce que ne serait-ce que l'évaluation de la performance sur cette année, c'est un des critères qu'on va devoir prendre en compte. Et si on le prend en compte, et c'est plutôt ma recommandation de le faire, ça va être aussi de l'expliquer collectivement aux équipes, et d'où l'importance effectivement de pouvoir arriver, d'avoir préparé effectivement une grille de critères sur lesquels on va s'appuyer pour faire les entretiens. Également un point pareil qui ressort particulièrement en ce début d'année, et je pense que d'un point de vue motivation, c'est bon d'apporter des réponses. Traditionnellement, les fins d'année ou les débuts d'année sont l'occasion d'un certain nombre d'événements collectifs un peu festifs. Et puis, vous pouvez avoir aussi au cours de l'année un certain nombre d'événements, les médailles du travail, les départs en retraite. Vous avez tous ces événements-là qui n'ont pas pu forcément se faire. Et là aussi, je pense que c'est important de montrer en cette fin d'année, en ce début d'année, dans les différents messages qui sont traditionnellement passés, et les équipes finalement l'attendent. Ça ne va pas forcément de leur promettre qu'on va refaire tout ce qui n'a pas pu être fait, mais en tout cas, c'est de faire en sorte que montrer si on a trouvé des modes de compensation pour tous ces événements-là qui n'ont pas pu se faire, en tout cas qu'on les a bien en tête et qu'on proposera finalement des solutions de remplacement, et que dès qu'on pourra bien entendu les remettre en place, on les remettra en place. Mais c'est un message qui est aussi important à passer. Dans la partie fixation des objectifs, dans l'exercice, moi, ce qui me paraît important, c'est à la fois de bien différencier ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'on ne sait pas forcément, et de bâtir un certain nombre de scénarios. Et en fonction, là aussi, des situations d'entreprise, je pense qu'il faut à la fois donner des objectifs qui sont valables dans la période un peu perturbée d'un point de vue sanitaire, mais aussi montrer des objectifs pour l'après. Et là, il y a peut-être, pour moi, peut-être une petite variation qui est à faire dans la définition des objectifs. On peut peut-être se permettre, encore une fois, ça dépend des contextes d'entreprise, des habitudes managériales, etc. Mais on peut peut-être introduire une petite variante avec une périodicité qui peut être un petit peu différente, se dire, on est encore dans une période troublée, on ne sait pas exactement jusqu'à quand ça va perdurer. On te met des objectifs pour cette période, on va dire pour le premier semestre, où on sent qu'on ne va pas revenir immédiatement à un point normal, quitte à faire après, effectivement, une fois qu'on est sorti de cette crise-là, remettre des objectifs dans un mode un peu plus récurrent, par exemple. Donc là aussi, sur le but, c'est sur les objectifs, et ça passe d'un point de vue collectif, à la fois par le canal médiatique et par le canal représentatif pour ceux qui ont des représentants du personnel. Ça va bien aussi de leur dire finalement cette année les objectifs, quels vont être les nôtres, à la fois d'un point de vue effectivement business avec toutes les incertitudes, mais aussi finalement fixer un cap en termes de rebond, en termes d'après-crise, là aussi pour commencer à aiguiller les équipes sur finalement qu'est-ce qu'il va falloir faire et se tenir prêt, et notamment identifier tous les événements, tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir profiter de l'après-crise. Donc là aussi, il y a un travail, je pense, d'un point de vue de direction, d'un point de vue managérial, de préparation, qui est de se dire finalement les objectifs, ce n'est pas trop comme on le faisait les années précédentes, le budget, combien on doit faire de ventes en plus, combien on doit réduire les coûts, qu'est-ce qu'on doit faire sur tel ou tel processus. Mais ça va être plutôt de se dire, bon voilà, par rapport à ce qu'on a à faire, ok, on a des objectifs d'un point de vue business, relativement traditionnel, mais on a aussi des objectifs sur lesquels il faut peut-être qu'on insiste un peu plus. C'est la préparation du rebond, c'est comment clôturer proprement cette crise avec un certain nombre de scénarios. Et là aussi, en termes d'objectifs de développement personnel, je pense que c'est aussi l'occasion de se poser des questions sur pour préparer à la fois la phase de reprise et préparer la fin de la phase de crise, de dire aux gens, en termes d'objectifs, toi, je te donne, on se met d'accord sur des objectifs de développement personnel qui va leur permettre effectivement d'être davantage prêts pour terminer la crise et surtout être prêt pour la phase de rebond qui, elle aussi, sera, je dirais, un peu particulière, en tout cas qui ne sera pas une année non plus normale.
Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, les objectifs ont rarement été mis à jour. En tout cas, moi, j'ai pas vu encore une entreprise qui avait mis à jour ses objectifs cette année. Il y a quelques éléments pour moi qui paraissent vraiment à prendre en compte. C'est effectivement l'implication exceptionnelle d'un certain nombre de personnes, je dirais, dans la gestion de la crise, le respect des protocoles sanitaires, on l'a évoqué tout à l'heure. Le niveau de la charge de travail, on a des gens qui ont été en sur- ou en sous-activité, et là aussi, c'est un impact, je dirais, en termes de performance. Quand vous n'avez pas plus forcément grand-chose à faire, ben, c'est peut-être un peu normal de végéter un peu. Quand effectivement vous êtes sous la vague, ben, vous ne pouvez pas tout faire bien, mais par contre, vous avez effectivement une capacité je dirais, de production qui peut parfois être supérieure. Et puis également, bien avoir en tête, et là aussi éviter quelques impairs personnels, sur effectivement comment les gens ont vécu d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue environnement, familial, etc. Et cette année de crise, c'est pas forcément la peine de tomber à bras raccourcis sur quelqu'un, effectivement, dont l'environnement proche a été quand même très durement touché ou qui a été touché à titre personnel. Et on voit effectivement un certain nombre de cas qui ont quand même du mal à se remettre. Et puis, il y a quelques valeurs. Là aussi, je pense que c'est chacun d'entre vous de définir les valeurs et les mots-clés. Mais là aussi, je pense en termes de critères d'appréciation et en termes d'objectifs de développement aussi, je pense que c'est important de se dire effectivement sur quels sont les critères et les afficher qu'on va utiliser. Donc tout à l'heure, je disais aide, solidarité, la réactivité, l'agilité, l'exemplarité, le leadership. Voilà, c'est encore une fois, c'est important de faire cet exercice préalable pour avoir quelques mots-clés comme ça qui vont guider les équipes et les managers. Les situations individuelles, là aussi, enfin, en temps normal, il faut aussi les prendre en compte, mais là, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les managers d'autant plus à faire un peu un espèce de cartographie de leurs équipes vraiment au niveau individuel et d'un point de vue RH. Je pense que c'est peut-être davantage cette année l'occasion de mettre un peu plus son nez dedans, de passer un peu de temps effectivement sur la préparation individuelle qui a été faite par chacun des managers. En plus, sur les obligations légales, juste il y a quelques points quand même sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Donc, je vous ai mis quelques points clés à gauche et puis les tailles de sociétés auxquelles ça s'applique. Hein, donc, soit toutes les sociétés de plus de 50 ou les sociétés de plus de 300. Je réinsiste sur l'évaluation des risques. Alors, même si ça n'a pas forcément grand-chose à voir sur la performance et sur je dirais, les objectifs, il n'empêche que les entretiens individuels, c'est aussi l'occasion peut-être de refaire le point sur est-ce qu'ils ont bien pris en compte les dernières mises à jour des évaluations des risques. Est-ce qu'ils ont la même appréciation des risques qu'on peut avoir, nous, d'un point de vue management ou d'un point de vue direction. L'entretien professionnel, là aussi, alors je pense que cette année, tout le monde se rend bien compte de l'importance de l'entretien, notamment pour les entreprises de plus de 50 qui peuvent potentiellement avoir un abondement à faire sur le CPF. Tous ces entretiens-là et l'abondement, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des modes un peu dérogatoires ou suspensifs pendant quelques mois. On allait jusqu'à fin 2020 pour les faire ou peut-être jusqu'à milieu d'année 2021. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête et bien sensibiliser l'encadrement dessus, c'est que si on ne le fait pas, on court quand même un gros risque de devoir payer des pénalités, des abondements, donc des pénalités financières importantes pour l'entreprise. Et ce n'est pas parce qu'il y a des textes qui permettent, entre guillemets, de suspendre temporairement que ça remet fondamentalement en cause le sujet. L'autre sujet, c'est le plan de développement de compétences qui existe toujours. Là aussi, je suis parfois assez surpris dans l'entreprise où on n'a pas forcément ce plan de développement de compétences. On verra juste après, mais il y a aussi des choses, je pense, c'est un bon outil aussi, il faut pouvoir l'utiliser. L'index égalité professionnelle, donc là, c'était la nouveauté de l'année dernière. Dans sa politique de rémunération, encore une fois, tout dépend des ambitions qu'on veut avoir en termes d'index égalité professionnelle de la situation
d'où on part, mais c'est effectivement quand même aussi peut-être se dire qu'est-ce qu'on fait de cet outil-là et quelque part, qu'est-ce qu'on prépare par rapport à ça. On peut décréter de ne pas s'en préoccuper cette année, mais il faut quand même faire l'index, ou au contraire de continuer de se mettre en axe prioritaire un certain nombre d'actions pour pouvoir améliorer année après année l'index d'égalité professionnelle. Et puis les NAO aussi, là aussi, c'est pas quelque chose qui est optionnel. Alors, sur le plan de développement des compétences, là aussi, pour moi, ça fait partie des objectifs qui, d'un point de vue collectif, permettent de mobiliser un peu quand même les équipes en fonction de ce qu'on met dedans et de la communication qu'on fait. En tout cas, je pense que cette année, le plan de développement des compétences, il doit intégrer quand même un certain nombre d'éléments, là aussi, qui vont permettre de sensibiliser les équipes sur la gestion de crise. On sait qu'on a des crises, ça revient régulièrement. Ceux qui ont un peu de cheveux blancs et un peu d'ancienneté, quand on regarde sur les 20 ou 30 dernières années, tous les 10 ans, on a quand même quelque chose de compliqué à gérer. Ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est quand même quelque chose de compliqué. Il y a la maîtrise de l'évaluation des risques. On voit quand même globalement cette année l'importance de l'évaluation des risques. Ça a vraiment donné du sens au système d'évaluation des risques. Par contre, il faut effectivement, on s'est rendu compte aussi que finalement assez peu de personnes maîtrisaient l'évaluation des risques. Alors c'est un outil qui est à disposition des managers, ça ne doit pas rester un outil, je dirais, qui est au niveau de la direction. Tout ce qui est télétravail, management à distance, là aussi de la façon dont on les gère, de la façon dont on les vit, ça doit faire partie aussi des plans de développement des compétences. Et surtout, focaliser sur l'après-crise. Quelles sont les compétences, les besoins dont on a besoin pour réussir, je dirais, l'après-crise, parce qu'il faut effectivement qu'on arrive à se pencher dessus. Et puis, plus globalement, je dirais plus traditionnellement, l'impact en termes de métier et d'emploi qu'ont eu toute cette crise. Parce que là aussi, ça dépend des situations. Mais je reprends mon exemple de l'aéronautique. On voit effectivement, on a des conséquences qui sont extrêmement importantes et qui font passer une entreprise d'une situation qui était positive à une situation qui était négative. Et puis, on a également des cas qui sont heureusement inverses. Voilà. Au-delà de tous ces éléments-là, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est de moduler tous les plans d'action sur les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Effectivement, je pense que c'est important de refaire une bonne mise à jour parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, je pense, qu'avant on pouvait mettre dans les années précédentes, qui tomberont peut-être pas forcément bien cette année en fonction d'un certain nombre de critères. Et puis, ça va peut-être aussi permettre de leur redonner un peu de sens. Donc là aussi, dans le cadre de la motivation, je pense que c'est des sujets qu'il faut regarder avec attention et en tout cas éviter qu'on remette une action qui n'a vraiment plus aucun lien et qui va apparaître complètement hors sol de la part des équipes parce qu'on peut vite les crisper sur ce sujet-là. Les critères d'intéressement 2021, alors pour des questions souvent légales, on ne peut pas modifier comme ça les critères. Là aussi, il va falloir quand même poser la question pour ceux qui ont des accords triennaux, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur accord d'intéressement 2021 pour beaucoup, l'accord les résultats de 2020 ne vont pas forcément donner de l'intéressement. Et là aussi, c'est des phénomènes, des process légaux et réglementaires. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'intéressement. Mais par contre, il y a des possibilités par la négociation de bouger et de faire des avenants sur la partie 2021. Là aussi, il y a des respects à tenir. Et là aussi, il faut avoir en tête clairement quel message on veut faire passer et quelle motivation on veut solliciter. Et puis, peut-être le dernier point, c'est la gestion des potentiels et des ressources clés. Là aussi, c'est notre cœur de métier d'un point de vue RH. On a été tous très sollicités, enfin vous avez tous été très sollicités cette année sur la partie gestion de crise, gestion des protocoles sanitaires, etc. Ça n'empêche qu'il faut continuer à faire ces éléments-là. C'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a besoin d'entretenir tous ces processus-là, puisqu'on a quand même sur certains domaines des marchés de l'emploi qui restent extrêmement tendus, avec des gens qui ont quand même des volatilités extrêmement fortes. Donc voilà, il faut pas lâcher l'effort. Et puis, je rappelle effectivement bien avoir en permanence en tête
la perception des gens et les attentes pour ne pas commettre d'impair. Voilà. Donc, en termes de conclusion, vraiment continuité des processus tels qu'ils étaient mis en place, à la fois pour assurer de la stabilité, rassurer les équipes, conforter ce pourquoi on a lutté pendant des années, même si on peut effectivement essayer de simplifier un peu. Faire un état des lieux des équipes avec les managers et les directions, et faire un état des lieux qui ne soit pas vraiment très général, mais qui rentre dans le détail des métiers, des équipes, parce qu'on va avoir des différences extrêmement importantes. Également, par rapport aux salariés, leur dire clairement quelles sont les attentes qu'on a auprès d'eux et quels engagements on attend d'eux, là aussi, dans cette période de crise et dans cette période de rebond. Et en tous les cas, pour moi, le rôle des directions et des RH, c'est effectivement de cadrer ces processus-là. Et je pense qu'il faut être relativement clair et dire comment on va s'y prendre pour que tout se passe bien. Voilà. Et bien, comme promis, on a un petit temps prévu pour l'échange. Donc, je vais arrêter mon partage pour vous permettre d'échanger, peut-être de partager aussi vos vécus et vos expériences. En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir encore donné du temps pour le MFQM et pour présenter ce troisième sujet. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci. Et bon courage à Loïc alors. Oui. Merci. Vous pouvez aussi 2 autres webinaires de Sébastien donc sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller, parce que c'est toujours d'actualité, ce qui a été dit, c'était en lien avec le Covid, donc n'hésitez pas à y aller. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. Merci en tout cas pour votre participation. Ouais, très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.